Commençons. Donc, vous êtes tous enseignants en haute école, c'est ce qui veut dire que vous, ou en tout cas pour l'énorme majorité des personnes présentes, vous formez de futurs professionnels, vous donnez cours dans des formations initiales qui sont professionnalisantes, qui préparent donc à l'exercice d'un ou plusieurs métiers. Et ce qu'on voulait vous montrer aujourd'hui, c'est une méthode que vous connaissez peut-être pas, on pourra en discuter, qui mobilise qu'on pourrait ranger dans la démarche de l'apprentissage par les situations de travail. D'accord? Pourquoi c'est intéressant l'apprentissage par les situations de travail? D'abord, il faut se dire que avoir appris quelque chose ou avoir appris à faire quelque chose, ça ne conduit automatiquement pas à être capable de le transférer dans la situation de travail. D'accord? C'est le problème du transfert, c'est un problème bien connu. Ça va, donc ce qu'on va souvent considérer, c'est que il vaut mieux aider l'étudiant à être capable de réaliser ce transfert dans le cadre de la formation. D'accord? C'est parce que c'est un apprentissage à part entière. Vous pouvez lui montrer toute une série de choses, de techniques, de savoirs, même relatifs à son métier, le mettre en œuvre et être capable de tirer des choses de la formation pour le mettre en œuvre en situation de travail, c'est un apprentissage à part entière. Ça va? Et c'est un apprentissage qui est nécessaire à toute formation qui se veut professionnalisante, forcément, vu que l'objectif, c'est de préparer à l'exercice du travail. Ça va, donc on va entrer par cette problématique du transfert. Et pour certaines personnes qui ont travaillé justement sur les formations professionnalisantes, ils ont mis en avant qu'on retrouve souvent 3 types d'activités dans une formation professionnalisante. D'abord, les activités qu'on va dire opératoires, c'est-à-dire tous les moments où on met l'étudiant en situation de travail ou en situation quasi professionnelle, hein, tout ce qui est stage, que vous faites un peu tous dans vos différentes formations, tout ce qui est simulation, notamment, je pense, pas que, hein, mais aux formateurs en santé, hein, quand vous travaillez avec des mannequins, des choses comme ça, avec des tables d'intervention qui sont dans le lieu de la formation, des choses comme ça, on met en place des activités qui sont opératoires. On met en place aussi des activités qu'on va dire de pensée ou de conceptualisation, c'est-à-dire tous des moments où on va essayer d'analyser ce qui se passe. Okay? Quand vous montrez une vidéo d'un professionnel en action et que vous proposez d'analyser, quand vous faites un retour réflexif sur un vécu de stage, sur une simulation justement, ou ce genre de choses, quand vous proposez toute une série d'activités qui permettent de réfléchir sur le travail, on est là-dedans. Et enfin, dans une formation professionnalisante, on retrouve aussi très généralement des activités qu'on va dire de communication et d'échange, c'est-à-dire où on amène les étudiants à débattre, à confronter des points de vue, à partager leur vécu, des choses comme ça, par rapport au travail, aux activités opératoires et autres. C'est 3 types d'activités qui permettent de concourir à avoir vraiment une formation professionnalisante, c'est-à-dire qui leur permet de savoir quoi faire en situation de travail. Ça, c'est un premier élément. Vous allez voir que c'est important parce que dans la méthode qu'on va vous présenter, on va revenir sur ce type d'activité. Par ailleurs, un point qui nous tient à cœur, c'est un principe qui est au cœur de la démarche de didactique professionnelle, c'est d'utiliser la situation de travail comme point central de la formation. Oui, il y a des apports qu'on va appeler souvent plus théoriques, il en faut, c'est pas ça, mais l'idée, c'est d'utiliser la situation de travail pour mettre en œuvre ces acquis, que les éléments théoriques permettent de savoir comment traiter la situation, ou de la comprendre, ou de savoir quoi faire, ce genre de choses. Ça va? Ces points-là, ils sont vraiment importants, on va y revenir dans la présentation de la méthode, mais voilà, disons qu'on est dans cette idée de démarche-là. Bien sûr, par rapport à ces éléments, vous faites déjà des choses, hein, je l'ai dit, hein, vous envoyez vos étudiants en stage, vous faites des simulations, vous faites parfois des jeux de rôle. Pour les formateurs d'enseignants, vous faites des ateliers de formation pratique. Pour plusieurs d'entre eux, vous faites des analyses réflexives. Je sais qu'il y en a qui font des portfolios avec leurs étudiants, donc vous faites déjà plein de choses qu'on pourrait ranger dans ce type d'activité, qui sont super, hein, par ailleurs. D'accord? Ces choses-là, elles sont tout à fait nécessaires. Et d'ailleurs, la méthode qu'on vous montre, ça corre tout à fait avec ça, hein. C'est un ajout, on va dire, qui va pouvoir aider à ces éléments. La difficulté, parfois, avec ces choses que vous faites déjà, c'est qu'elles sont parfois contraintes par certaines choses, notamment, les stages, c'est à des périodes bien définies. C'est fait lors de moments relativement ponctuels,
La place de l'erreur est parfois difficile, hein, notamment en stage. Voilà, une erreur, ça peut être très mal vécu par l'étudiant, alors qu'une erreur, ça peut être aussi très formatif. On garde parfois des traces assez partielles de ce qui s'est passé. Alors, on en garde, hein, des traces, ça arrive, mais parfois, il y a des choses qui sont vécues dans l'instant et qui ne sont pas réutilisées plus tard. D'accord? Donc, toute une série de choses sur lesquelles ce serait intéressant d'avoir une méthode qui permet d'avoir un petit peu moins ces freins-là. D'accord? Donc, ce serait intéressant, ce serait complémentaire de disposer d'une méthode qui mobilise des situations différentes que vous pouvez soigneusement sélectionner à l'avance, hein. Vous êtes sans doute tous dit, hein, qu'il y a certains types de situations qu'en tant que professionnels, ils vont vivre plus tard dans leur métier, et en même temps, vous ne savez pas s'ils vont la vivre en stage. Vous voyez, ce genre de choses. Donc, ça pourrait être intéressant de pouvoir sélectionner ces situations et de les utiliser un petit peu quand on veut, donc des situations typiques du métier, des situations aussi qui mobilisent les contenus de votre cours, des choses comme ça. Par ailleurs, c'est intéressant que dans cette méthode, ces situations, on puisse les utiliser partout et tout le temps, hein, notamment peut-être en asynchrone avec les étudiants, qu'on puisse le faire en autonomie, et en tout cas qu'on puisse les utiliser hors du milieu de travail. Et par ailleurs, si on revient dans les idées des 3 types d'activités que je vous ai montrées, une méthode qui permette sur ces situations de confronter les points de vue des étudiants, vu que parfois ils sont envoyés en stage à des endroits différents, qu'on puisse profiter de la force du groupe, de l'intelligence collective du groupe, pour discuter voilà, des situations du métier. Justement, la méthode qu'on va vous proposer aujourd'hui, pour nous, répond à ces critères-là. Et la méthode en question s'appelle la formation par concordance. D'accord? C'est ça qu'on va vous montrer aujourd'hui. Et ce que je vous propose, c'est de directement faire un essai. On va vous mettre en situation comme si vous étiez des étudiants. Ça va? Rapidement, hein, évidemment, parce que ça peut, voilà, on peut le faire de plus ou moins grande durée. Ici, c'est vraiment pour l'essai. Avant ça, juste vérifier que vous êtes tous bien sur WooClap et que tout le monde peut y répondre avant de faire l'essai. Je vous propose une petite question, d'accord? Je vous envoie, donc là, on n'est pas encore dans la formation par concordance, c'est juste pour tester WooClap. Je vous ai envoyé ici une petite question avec une image et je vous demande de cliquer sur l'image qui correspond le mieux à votre état d'esprit actuel. On a déjà 20 réponses, ça va très très vite, c'est super. Et 35. Encore une douzaine de personnes. Je vois qu'il y a des nouveaux arrivants en cours de route, donc l'idée, vous pouvez lire en haut, il est mis aller sur wooclap.com et utiliser le code FPCHE. Donc on utilise WooClap pour l'instant. Il suffit d'aller sur wooclap.com, vous avez un bandeau, vous pouvez écrire FPCHE et vous pouvez comme ça rejoindre l'activité. J'attends encore quelques réponses. Vous êtes à 40. OK. Les autres, vous pouvez continuer à répondre, mais je vais afficher ici les résultats. Donc, vous êtes tous, vous êtes une bonne partie, vous êtes vraiment, vous avez l'air, en tout cas, vous avez l'air souriant et content. Une bonne partie qui a l'air, disons, curieux, intéressé, on peut le dire comme ça. Et puis certains qui sont un peu plus, on va dire, à mon avis, dans le rush de la rentrée, on peut le dire comme ça. Voilà, donc comme ça, je vois un peu l'ambiance du groupe. Et ça me permet de voir aussi que vous êtes bien connectés sur vos claps, hein, donc ça, c'est super. Donc voilà, vous pouvez continuer à répondre, ceux qui n'ont pas répondu, hein, je laisse ça afficher sur WooClap. On revient à la présentation de la méthode. Donc on va faire un essai tout de suite sur la formation par concordance. Je vais vraiment vous la faire vivre de manière courte, comme si vous étiez des étudiants, et puis après, on aura l'occasion d'en discuter. OK?
On va prendre un exemple qui est issu d'une formation initiale des enseignants. D'accord? Forcément, il faut choisir une situation de métier, mais en même temps, vous êtes tous formateurs, donc c'est peut-être des situations qui vous parleront. D'accord? On est bien en formation initiale, hein, d'accord? Donc, dites-vous que c'est une vignette qui a été créée pour des débutants. Ça va? Enfin, vignette, j'ai déjà dit le mot, mais une situation qui a été créée pour des débutants et que vous allez vivre donc en tant qu'étudiant. Et donc, ce que je vous propose directement maintenant, c'est de revenir sur WooClap. Et là, on va rester sur WooClap pendant un petit temps. D'accord? Je vais vous envoyer sur WooClap une situation du métier d'enseignant. D'accord? Je vais vous la lire hein, pour qu'on ait le temps de se mettre dedans. Et puis, vous allez voir qu'avec WooClap, je vais vous proposer d'y réagir. D'accord? Euh, voilà, je vous lis, je vous l'ai envoyé sur votre écran WooClap, mais je vous la lis aussi pour que on soit à l'aise avec ça. Alors, je vous la lis. Vous êtes avec vos élèves dans une salle de cours. Vous voulez leur apprendre aujourd'hui à organiser leur espace de travail et leurs outils de manière efficace. Vous voulez qu'ils mettent en évidence les éléments essentiels à leurs yeux pour qu'un espace de travail soit optimal. Vous avez envie de voir s'ils sont attachés à des éléments matériels, de confort, d'interaction avec les collègues, de sécurité ou autres. Vous leur demandez, dessinez individuellement sur une feuille de papier votre espace de travail idéal. Certains élèves vous demandent des précisions, c'est-à-dire, on imagine ce qu'on veut ou par rapport aux locaux ici, est-ce que vous pouvez donner un exemple? Vous répondez, c'est vous qui choisissez, je veux voir votre vision des choses. L'activité se lance et vous constatez que les élèves se mettent à travailler, vous passez entre les bancs, vous constatez que certains élèves ne dessinent rien, ils vous disent qu'ils ne comprennent pas bien ce qu'ils doivent faire. D'autres ont commencé à dessiner, certains dessinent une table et du matériel de travail, c'est ce que vous attendiez. D'autres, des schémas reprenant les différents postes de travail. Vous ne vous attendiez pas à cela. Ok, donc on a des étudiants qui ne dessinent rien, d'autres qui dessinent ce à quoi vous attendiez, et d'autres qui dessinent d'autres choses que ce à quoi vous attendiez, mais en même temps que ça répond, on peut dire que ça répond à la consigne. Ok. Est-ce que la situation est claire pour tout le monde? Auquel cas, prenez la parole. Non? Tout roule? Ok. Est-ce que vous pouvez me mettre dans la conversation que la situation est bien claire? Tu vois des pouces levés, ça c'est bien. Écrivez-moi que je vois si tout le monde est bien dedans, dans la conversation, que la situation est claire. C'est bien clair, super. Nickel. Ok, donc voilà pour la situation. Je vais maintenant vous proposer via WooClap une suite à la situation. Écoutez bien. Hop. Je vous propose une première hypothèse d'action pédagogique, c'est-à-dire une première chose que vous pourriez faire dans cette situation-là. Cette première hypothèse, c'est vous donner un exemple que vous dessinez au tableau. OK? Donc, vous êtes au tableau, là, vous dessinez un exemple de ce à quoi vous vous attendez. Vous allez ensuite voir les étudiants travailler et qu'est-ce que vous constatez? Vous constatez qu'à la suite de votre intervention, ceux qui avaient commencé arrêtent leur travail et regardent votre exemple. Malgré le fait que leur idée de départ était intéressante, ils modifient leur dessin en copiant l'exemple. Sachant cela, vous considérez que cette intervention était non pertinente, partiellement pertinente, sans effet, pertinente ou très pertinente. Je vous demande de vous positionner en sélectionnant un des 5 items et surtout de justifier votre réponse. Quand vous cliquez sur un des éléments, vous avez un espace qui s'ouvre pour justifier votre réponse. Je vous demande de la justifier. J'ai 8 personnes qui ont répondu. Un peu de temps, évidemment, avec WooClap, il faut laisser le temps à tout le monde.
Encore un peu de temps. Si vous justifiez, vous pouvez le faire en mots-clés, hein, rassurez-vous, à ce stade-ci, hein. C'est pour l'exemple ici. Déjà 30 personnes qui ont répondu, super. Je vois que vous êtes 50 connectés, alors qu'on est 49. Ok. Les autres, vous pouvez continuer à répondre, mais je vais afficher les résultats à partir de maintenant. Donc, on voit qu'il y a ici un petit partage entre non pertinent, partiellement pertinent. Une personne a mis aussi sans effet, d'accord? Ça ne veut pas dire que c'était délétère, c'était sans effet. Je voudrais afficher les justifications, mais non. Ah zut, j'ai un trou de mémoire sur la manière dont on affiche les justifications. C'est pas grave. Ah zut. Non, écoutez, c'est pas grave. C'est pas grave pour le cadre de l'exemple. Ce que j'aurais pu faire ici, c'est lire vos justifications. Je ne sais pas si quelqu'un veut en partager une de justification spontanément en tant que volontaire sur le pourquoi non pertinent, pourquoi partiellement pertinent. Personne veut allumer son micro. Oui, oui, Christiane. Bah, si personne ouvre son micro. Ah, ça y est, on est deux du coup. Ah, vous êtes plusieurs. Ah, bah alors, je crois que Christiane avait. Non, attendez. Oui. Je pense que Christiane avait ouvert en premier. Christiane, je te laisse la parole et puis je prendrai deux autres. Oui, en fait, moi j'ai mis non pertinente parce que ça tuait toute créativité, à mon sens. Ok, un argument, ici de proposer un exemple, ça tue la créativité. Je crois que c'est Brigitte, hein, sinon, qui avait aussi pris la parole. Je t'écoute, Brigitte. Oui, mais deux choses. Je rejoins assez fort Christiane, hein, l'exemple, on se dit que plus rien n'existe à côté. Mais pour voir les résultats, est-ce que c'est pas à gauche des réponses? Là, il y a une barre. C'est pas là que tu peux voir les résultats? Ici? Tout à fait à gauche. Non, à gauche. À gauche, pardon. À gauche. Là, c'est pas là que. Non, c'était juste non, c'est pas ça. La répartition. Mais non, voilà. C'est pas grave. Et en passant dessus, en cliquant dessus sur la réponse, non. le numéro. À mon avis, c'est moi qui n'ai pas été très. Ah, voilà, merci. Merci, Christiane. C'était donc ça. Super. Bah, du coup, désolé de freiner ceux qui ont pris la parole, mais vous pouvez couper votre micro. Je vais lire les réponses ici. Donc, dans le non pertinent, nous avons, par exemple, l'exemplification aurait dû se faire avant la présentation des consignes afin de pouvoir préciser avant la mise au travail que chacun doit avoir un dessin différent. Donc là, on a déjà une justification différente de celle de Christiane. L'idée, c'était pour Christiane, c'est que ça bride la créativité. Ici, on a plutôt quelque chose dans l'ordre de l'efficacité de la présentation des consignes. D'accord, j'en prends quelques autres. Les étudiants qui avaient des idées intéressantes n'ont pas été au bout de leur projet, donc ça va un peu dans le sens de la justification de brider la créativité. Quelqu'un qui dit si je souhaite avoir votre vision des choses, il est non pertinent de donner un exemple qui pourrait les influencer. Donc là, on a un troisième argument quelque part qui est de dire qu'on avait un objectif et que cette première hypothèse d'action pédagogique ne concourt pas à cet objectif. Donc troisième argument différent. Pareil, ici, l'objectif ne peut plus être atteint. On bloque la créativité. On n'obtient qu'une vision unique et non la polyphonie des représentations, mais je crois que ça va un peu avec l'idée de la créativité, etc., etc. Je vais regarder un peu les partiellement pertinents, voir si on trouve d'autres arguments. La consigne n'a pas été formulée en fonction de l'objectif, hein, donc là, on retrouve l'idée. Il peut être utile de fournir des aides aux enfants qui sont arrêtés dans leur tâche. Le dessin de leur espace de travail ne représente, selon moi, pas le cœur de l'activité. Si. Alors ça, à voir. Il faudrait lancer vraiment la discussion de voir quel était l'objectif. Est-ce que c'est un objectif, je suppose que là, derrière la question, est-ce que c'est un objectif créatif, de développement de la créativité, ou vraiment sur l'espace de travail? Ça, on pourrait en discuter. Il a fallu répondre aux attentes d'une partie du groupe. Ouais. Ah, pour partiellement pertinent, peut-être.
Quelqu'un il dit ça permet de recentrer la discussion mais casse la créativité, donc on a une mise en balance. Je ne vais pas tout lire, mais vous voyez qu'ici, dans les justifications, on a déjà toute une série de justifications différentes qui est intéressante de mettre en parallèle. Je le fais rapidement ici, évidemment, parce que c'est pour l'exemple, mais voilà, okay, c'est déjà quelque chose d'intéressant. Ce que je vais faire maintenant par rapport, on reste toujours sur la même hypothèse d'action pédagogique qui est de montrer un exemple. Je vais vous communiquer maintenant via WooClap les réponses qu'ont données des formateurs expérimentés à cette question-là. Alors bon, vous, dans votre cas, vous êtes des formateurs expérimentés, mais remettons-nous dans la tête qu'ici, c'est un exemple qui a été fait pour des enseignants en formation initiale. Ils répondaient avec leur bagage d'étudiants en formation initiale. Et là, je vous montre des réponses données par des enseignants expérimentés. Et vous voyez que globalement, dans ce cas-ci, les idées s'organisent autour effectivement de non pertinents, de partiellement pertinents. Il n'y a pas d'expert numéro 2 parce qu'on en avait interrogé beaucoup, j'en ai gardé que 4 ici. Par exemple, pour le non pertinent, l'expert numéro 3 nous dit « Donner un exemple inhibe la créativité », ça vous l'avez dit, et oriente les élèves dans une direction qui pense être celle qui est attendue, donc la bonne. D'accord? Pour avoir une diversité des idées, savoir ce qui est vraiment important pour chacun, ce que chacun sait déjà sur ce qui est un bon espace de travail, c'est un peu raté. Donc voilà une justification par un expérimenté. Autre justification, je ne vais peut-être pas toutes les lire, mais prendre une pour partiellement pertinent. L'expert 1 qui dit « L'idée de donner une illustration pour exemplifier l'attendu peut être intéressante. Toutefois, l'orientation de la consigne étant sur le faire, les élèves n'ayant pas compris le sens ou le but de l'exercice demandé, formalisent leur production sur ce qu'ils pensent qu'attend l'enseignant. » Donc, ce que nous dit cette personne ici, c'est que ici, on a les élèves, qui est, plutôt que de montrer un petit peu leur vision à eux, ils se calquent sur l'enseignant en se disant c'est ça que l'enseignant attend. Et donc, l'exemple a un petit peu un effet de modèle, de modèle qu'il faudrait imiter. OK ? Voilà pour une première hypothèse d'action pédagogique. Alors, dans les faits, on pourra en discuter de ces exemples d'experts. Ici, on ne va pas le faire parce que c'est la temporalité du webinaire. Ce que je vous propose, c'est de discuter d'une deuxième hypothèse d'action pédagogique. Deuxième hypothèse d'action, je vous la lis, pareil. Deuxième hypothèse d'action pédagogique, imaginez que la précédente n'a pas eu lieu. D'accord? Donc, au lieu de la précédente, on fait celle-ci. Vous expliquez aux élèves pourquoi vous leur demandez cette tâche. Vous leur dites, je veux savoir quels sont les éléments essentiels pour vous pour que votre espace de travail soit le meilleur possible. Comme ça, on pourra aussi échanger à partir de vos idées. Laissez libre cours à votre imagination pour la forme. Vous leur dites ça. Okay. Les élèves se relancent, vous passez entre les bancs, et à la suite de votre intervention, certains élèves restent perdus et ont l'air un petit peu mécontents de la consigne. Ils finissent tous par le faire, par réaliser un dessin, d'accord? Les dessins des élèves mécontents ne sont pas très détaillés et les propositions sont très différentes les unes des autres. Donc, on voit qu'il y a dans les propositions des élèves, les dessins sont très différents les uns des autres. Sachant cela, vous considérez que cette intervention était, à nouveau, vous pouvez sélectionner non pertinente, partiellement pertinente, sans effet, pertinente ou très pertinente. Allez-y, répondez, sélectionnez un élément et justifiez votre réponse de la même manière qu'on vient de faire ici. On a déjà 7 réponses. Jonathan, est-ce qu'il te reste beaucoup de choses à voir après? Non, je vais faire vite, mais rassure-toi, on a 1h30 devant nous et pas 1 heure. Donc, Ah, OK, c'est ça, oui, je ne savais pas. Tout roule. Okay, bon. Excellent. Oui, et les autres, je l'ai dit à certains qui me demandaient par mail, mais on arrête à 6h30 pour vous informer. OK, on a déjà 23 réponses. 26, 27, enfin, ça augmente. Laisse encore un peu le temps de répondre.
Puis on prendra et après, je commencerai à regarder un peu les réponses, les justifications, etc. Mais ceux qui n'ont pas répondu, ça ne vous empêche pas de continuer à répondre, hein, rassurez-vous. Ok. Je vais regarder les réponses. Ceux qui n'ont pas fini, prenez le temps de terminer, il n'y a vraiment aucun souci. Ah, alors ici, c'est vraiment intéressant, je trouve, de regarder la répartition des réponses. On voit qu'il y a des personnes dans un petit peu tous les choix. Maintenant, il y a vraiment, je dirais, une petite concurrence entre le fait que cette action-là est partiellement pertinente ou est pertinente. Ce que je vous propose, c'est de regarder, on va se centrer sur ces deux-là, hein, pour faire rapidement. Pour ceux qui trouvent ici que la réponse est l'hypothèse de réexpliquer, de ne pas donner d'exemple, mais de réexpliquer un petit peu ce qu'on attend, est partiellement pertinente. On a par exemple, cela permet de communiquer l'objectif de l'activité, de donner du sens, mais ça ne répond pas à la demande, aux attendus des étudiants. Donc, OK, on informe sur l'objectif, mais il n'empêche que des étudiants sont toujours en difficulté. Ça manque encore de précision pour certains étudiants, évidemment. Alors, c'est quelqu'un qui dit qu'il aurait fallu à nouveau réagir ici. Mais pourquoi certains sont mécontents? Peut-être que le destin est un moyen de communication qu'ils n'aiment pas. Ok, c'est une nouvelle hypothèse quelque part, mais pourquoi pas? Personne qui dit qu'il vaut mieux accompagner ceux qui sont perdus, hein, encore une autre idée. Une personne qui nous dit l'intervention était trop tardive et du coup contrarie les étudiants. Ok, c'est encore un autre argument qui est proposé. Ok, donc plusieurs arguments ici dans partiellement pertinente. Et si on regarde dans pertinente, vous êtes 16 à avoir coché cette réponse-là. Vous nous dites ici, si je prends le premier, l'objectif ici est de comprendre la tâche et non de l'effectuer avec maîtrise de code graphique. Les étudiants sont frustrés par la maladresse d'exécution. Ok, un argument qui nous est soulevé ici. Autre argument, enfin j'en prends au hasard, on verra si c'est un autre. Si certains élèves n'ont pas d'idée, le partage qui suivra les aidera à appréhender ces éléments. Ok, pour dire que ça peut être pertinent. Ceux qui ont encore du mal, ils auront toujours l'occasion de se raccrocher avec l'échange suivant. C'est certains qui disent que ça précise l'objectif de l'exercice, etc., etc. Donc plusieurs arguments, on pourrait continuer évidemment à les reprendre, mais plusieurs arguments qui sont avancés. Pareil ici, pardon. Je vous envoie des réponses d'enseignants expérimentés qu'on a contactés au préalable. Et vous voyez que quelque part, ça se répartit, ça se ventile un peu dans les différentes réponses, un petit peu comme vous. Alors, je vais prendre quelques arguments, quelques justifications ici. Expert numéro 2, qui a choisi partiellement pertinente. Il sera difficile de motiver et d'engager les élèves si la tâche n'est pas claire ou ne semble pas pertinente. Habituellement, la clientèle qui fréquente CFP, c'est les centres de formation professionnelle, parce qu'on a fait ça, on a construit cette formation pour des gens qui correspondent en Belgique à l'enseignement professionnel, d'accord? Donc, pour des enseignants de cette cohorte-là. Donc, habitude, la clientèle, ça c'est leur manière de dire, mais les élèves qui fréquentent les centres de formation professionnelle aiment bien des apprentissages concrets, d'accord? L'expert numéro 4, toujours sur l'idée que cette hypothèse d'action pédagogique est partiellement pertinente. Cette intervention permet une plus grande couverture des types d'apprenants, mais ceux qui ont besoin d'une démonstration restent probablement sur leur appétit. Donc, ils restent sur cette idée que peut-être certains auraient besoin d'une démonstration. Allez, j'en prends un dernier, peut-être l'expert numéro 1 dans le fait qu'il ait choisi pertinente. Il nous dit « Revenir sur la finalité de l'exercice est un fondamental pour donner du sens. Ces informations supplémentaires tendent à réorienter la consigne sur le processus et plus seulement sur le produit fini. » Elle le présente de cette manière-là. Cette manière de faire, ça oriente sur le processus et pas sur le produit. Il convient toutefois de se rendre disponible durant le travail individuel pour soutenir la réflexion et étayer la démarche, surtout avec les élèves qui semblent perdus. Autrement dit, qu'est-ce qu'elle nous dit? C'était pertinent de faire ça parce qu'on aide les étudiants à voir ce qu'il y a à faire et pas ce qu'il y a à atteindre, ce qui est peut-être dans la manière qu'elle le dit plus intéressant, mais ce n'est pas suffisant. Ceux qui ont du mal, on vient les aider plutôt en s'approchant d'eux, plutôt en face à face. C'est sa proposition.
OK, on retient ici que c'est des situations pour des enseignants qui étaient en formation initiale. Il y a peut-être des choses qui vous semblent évidentes parce que vous êtes expérimentés. OK, je ne vais pas faire la troisième, juste je vous la lis. Pour gagner du temps, je vous la lis juste, mais on ne va pas y répondre ici. Je vous aurais présenté une troisième hypothèse d'action pédagogique. Donc, on imagine que les précédentes n'ont pas eu lieu et à la place, vous donnez 2 exemples différents que vous dessinez au tableau. D'accord? Donc, c'est plus un exemple, c'est 2 différents. Et voilà, l'activité se fait et vous voyez qu'à la suite de votre intervention, quelques élèves restent perdus et trouvent les 2 exemples trop différents. Ils disent ne pas savoir vers quoi se diriger. D'autres, en revanche, semblent comprendre et se mettent à dessiner. Certains élèves, enfin, produisent des dessins qui ressemblent à un de 2 exemples. Et je vous aurais demandé de vous positionner là-dessus. On revient à la présentation. Voilà pour le petit essai de la méthode. Ouais, ça, on l'a fait. Ce que je vous propose ici, c'était accéléré, bien sûr, mais qu'est-ce que vous en avez pensé? Et je vous propose de donner votre avis, soit dans le chat, soit en levant la main et en allumant votre micro. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Allez-y. Il suffit qu'un premier se lance, c'est toujours comme ça. Alors, il est mis Colette Claude, du coup, je ne sais pas si le prénom c'est Colette ou si c'est Claude, je suis désolé. Je suis frappé par la pertinence. Les étudiants ont parfois des réactions très inattendues. C'est l'idée de la vignette ou c'est dans les... Colette, je ne sais pas si tu peux préciser. Est-ce que c'est dans la situation ou c'est dans les réponses qu'on a données aujourd'hui? C'est vraiment au niveau de l'exercice, enfin au niveau le plus général, quoi. C'est-à-dire que quand on donne des consignes à des étudiants, qu'on leur demande un exercice ou un travail, n'importe, Ouais. des fois ils reviennent avec des choses simplement complètement inattendues par rapport à ce qui était demandé. C'est ça. Donc ça, je suppose que c'est Claude, tu le dis dans le sens où c'est déjà une situation que tu as rencontrée. Ah oui, plusieurs fois. Super. Du coup, première intervention, là, je rebondis dessus. Effectivement, ici, c'est une situation, et je ne sais pas si vous l'avez tous vécu, mais c'est une situation qu'on a construite avec des enseignants, d'accord? Ce pas ceux qui étaient experts, ça on en discutera après. Et on a essayé d'identifier une situation qui était effectivement typique du métier, le genre de choses auxquelles des enseignants en fonction seront confrontés, d'accord? Et on a essayé effectivement de retranscrire cette situation pour pouvoir la discuter en séance de cours avec des futurs enseignants, quoi. Donc voilà, merci pour l'intervention, Claude. Alors, on a ici été concret et réflexif, situation concrète qui invite à réfléchir. Toujours intéressant d'avoir différents points de vue. L'enseignant pensait sûrement faire ce qu'il fallait, mais effet non désiré. Effectivement, c'est aussi un intérêt ici de la méthode de se dire que parfois, enfin, c'est surtout une situation sociale et de groupe comme ça, comme l'enseignement, où on prévoit de faire des choses, je suppose que vous l'avez tous vécu, et on pense que ça va fonctionner, ça ne fonctionne pas, ou on n'est pas sûr et ça fonctionne super bien, ça arrive aussi dans ce sens-là. Donc, c'est ça l'idée. Effectivement, on confronte des avis, je lis un autre ici, assez intéressant de confronter les avis d'un novice aux avis d'experts. Ça, évidemment, c'est une particularité de la méthode. Et vous voyez, globalement, il y a une confrontation de points de vue. Là, ici, je l'ai mené très fort, l'activité, où c'est moi qui choisissais de prendre des arguments, hein, où vous répondiez un peu silencieusement. Je vous envoyais les avis d'experts, mais c'est ça l'idée. Question de Véronique. Intéressant, mais l'étudiant ne doit-il pas avoir un minimum d'expérience de stage ou de terrain pour que ce soit pertinent? Alors ça, excellente remarque. Effectivement, il faut voir à quel moment de la formation on a introduit cette situation-là. Tout à fait. Maintenant, dans le cadre de l'enseignement en particulier, et je pense que c'est ça la réaction d'Emmanuel, on a tous une expérience de l'école, de la formation, des choses comme ça. Donc, moi, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui peut arriver relativement tôt. C'est pas grave s'ils ont des représentations qui sont très loin de la réalité. Justement, on sera peut-être l'occasion d'en discuter, quoi. Donc, ok, mais super bonne question, très important, évidemment. Ok. J'aimerais oui, peut-être ajouter que pour préparer, par exemple, des étudiants au stage, de les confronter avec des situations qui sont concrètes, qui sont réelles, comme ils vont rencontrer. Puis, bon,
avec peut-être le peu d'expérience pratique qu'ils ont, ils peuvent quand même me soumettre des idées, mais de comparer leurs idées, leurs décisions à celles de personnes expérimentées, c'est comme s'ils se préparaient graduellement à prendre des décisions en milieu de stage. Fait que ça peut être aussi un exercice pratique pour leur montrer le genre de situation qu'ils vont possiblement rencontrer. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas avoir les situations les plus complexes parce que c'est probablement pas ce qu'on va les amener à confronter là, en début de parcours de stage, par exemple. Ouais, c'est ça. Mais complètement, et ça on va revenir dessus, mais effectivement, un des vrais intérêts là-dedans, c'est ça, je disais que c'est utilisable dans votre salle de cours ou sur la plateforme, etc. Mais c'est quelque chose qui peut aussi préparer au stage, effectivement. Et alors là, je vais prendre les deux interventions qui viennent d'être faites dans le chat d'un coup. Marie-Noël qui nous dit ça illustre toute l'importance de changer d'angle de vue. Et la deuxième personne, où c'est un nom en raccourci, il n'y a pas de bonne réponse, place à l'ouverture et à la confrontation à la réalité, sans filet. Et plusieurs personnes ont liké. Et je pense que là, et ça va me permettre d'enchaîner sur la suite, effectivement, on touche à un des points centraux de la méthode, c'est qu'on admet que dans les situations où il y a de l'ambiguïté, et on prend en compte cette ambiguïté pour faire réfléchir les étudiants. Effectivement, il n'y a peut-être pas une seule bonne réponse. Il y a du gris un petit peu partout. D'accord? Donc, c'est ça qui est intéressant. Et du coup, mais par contre, c'est important d'échanger sur pourquoi ce n'est pas une réponse parfaite. Qu'est-ce qui est ambigu? Qu'est-ce qu'on ne sait pas? Qu'est-ce qui serait intéressant d'explorer? Qu'est-ce qui serait intéressant de ne pas explorer? Et tout ça en le faisant à partir d'une vignette qu'on peut mobiliser un petit peu partout et un petit peu à n'importe quel moment. Ça va? Donc, merci pour vos interventions. Ça me permet de faire mes 2-3 petites dias avant de donner la parole à Lise. Mais donc, effectivement, ici, la méthode que vous venez vivre de manière accélérée, son objectif, c'est de développer, ou en tout cas d'aider à développer, la réflexion et le raisonnement en situation. Évidemment, ça ne remplace pas un stage, hein, ce n'est pas ça l'idée. Mais ça peut contribuer à savoir quoi faire en stage, à peut-être compenser des choses qu'on n'a pas vécues en stage ou des choses comme ça. D'accord? L'objectif, c'est vraiment cette idée de développer le raisonnement en situation. Qu'est-ce que j'ai en face de moi? Qu'est-ce que j'en pense? Qu'est-ce que je fais? Ça va? La méthode étant de leur soumettre une situation qui est typique du métier, et c'était la première intervention de Claude ici, effectivement, c'est une situation qu'on a tous vécue, et qui comporte donc de l'incertitude et de l'ambiguïté, hein, ce n'est pas quelque chose qui se résout de manière binaire. On leur soumet des pistes d'action ou des pistes d'interprétation de la situation, ça peut être ça aussi, et on les oblige à se positionner dessus. OK? Et à justifier leur positionnement. Ensuite, l'idée, c'est de comparer ces réponses à celles d'experts ou de praticiens expérimentés, ça rentre dans ça, un expert, et de voir comment eux, en tant qu'expérimentés, lisent la situation, de comparer ce que nous, on avait noté à ce que les experts avaient imaginé. Et ensuite, et c'est vrai que cet élément-là, j'ai oublié de vous le montrer, mais à la suite de ça, une fois qu'on a fait tous ces éléments-là, l'idée aussi, c'est d'amener une petite synthèse théorique, mais une synthèse théorique qui permet d'éclairer la situation qui a eu lieu. D'accord? Donc ici, une fois qu'on aurait eu le temps de discuter, de regarder les avis d'experts, etc., là, on a introduit de la théorie. D'accord? Là, la théorie sur la formulation de consignes. Disons qu'un exemple, ça permet à l'élève de comprendre ce qui est attendu, mais parfois, ça a l'effet pervers que ça sert de modèle alors que ce n'est pas toujours ce qu'on cherche. Comme vous l'avez dit, hein, mais voilà, c'est des choses qui sont établies, quoi. Tâches créatives, etc. Et puis, dans la synthèse théorique, nous, on avait aussi, là, on avait imaginé de proposer, dans la formulation de consignes, d'autres alternatives qui étaient, par exemple, de faire réfléchir les élèves sur la consigne avant de la réaliser. Par exemple, leur demander, à votre avis, quelle est mon intention avec cette tâche, pour voir s'ils comprennent pourquoi on le fait, ce genre de choses. À quoi est-ce que vous devez faire attention pour réaliser cette tâche? Qu'est-ce qui vous permettra de dire que vous avez correctement réalisé la tâche, etc. Donc, on prend un temps, quelques minutes, pour discuter avec les élèves de leur compréhension de la tâche. Voilà, ça, c'est le genre de synthèse théorique qu'on aurait pu proposer, ici en version courte. Vous avez vu, j'ai mis pour l'exemple ici la version longue et version textuelle de cette synthèse sera disponible sur l'espace Moodle. C'est pour vous donner l'exemple dans la manière dont ça peut se réaliser. OK, donc à la fin, on termine par des éléments théoriques qui éclairent la situation. La théorie est amenée par la situation de travail, si vous voulez. OK,
Donc, juste pour terminer là-dessus, donc la situation de travail, qui est par ailleurs typique du métier, c'est le point d'entrée de la méthode. La théorie est amenée pour aider à traiter la situation. D'accord? Par ailleurs, ce que je disais tout à l'heure, cette méthode-là respecte, d'une certaine manière, fait appel aux 3 activités de formation professionnalisante que je vous ai montrées tout à l'heure, dans le sens où on pourrait dire qu'elle est préopératoire, elle peut préparer au stage, elle n'est pas complètement opératoire dans le sens où là, on leur soumet une situation, d'accord? C'est pas la même chose que d'être en situation sur le lieu de travail, etc. Mais ça aide à ça. C'est ça que je vais appeler préopératoire, mais c'est ça l'idée. Par ailleurs, quand on demande de justifier, quand on amène de la théorie pour éclairer la situation, etc., quand on confronte les points de vue, c'est un peu l'autre aspect, mais en tout cas, on amène les étudiants à penser la situation, à la conceptualiser, à se positionner, à justifier, à utiliser les contenus de cours, par exemple dans la synthèse théorique, pour la traiter, etc. Et enfin, c'est aussi un moment d'échange. Alors, il y a un échange indirect avec les experts, dans le sens là où on leur donne le point de vue de l'expert et ils comparent eux-mêmes. Mais il y a une confrontation de points de vue, en tout cas. Et c'est aussi possible de le faire entre étudiants. Là, je vous l'ai fait en version courte. Mais moi, quand j'ai animé cette vignette-là, après les hypothèses d'action, on mettait les étudiants en sous-groupe et on les a échangés sur ce qu'ils avaient dit, sur ce qu'ils pensaient des avis des experts. On les a discutés entre eux, etc. C'est une possibilité aussi. OK? Et je trouve, par ailleurs, là-dessus, je termine là-dessus parce que ça me tient à cœur, mais ça donne une place à la fois à l'expertise scientifique, ça c'est plutôt la synthèse théorique, disons, mais aussi à l'expertise de praticiens, c'est-à-dire que les praticiens expérimentés, ils ont leur place dans cette méthode-ci. OK? Donc ça peut fonctionner de manière synchrone, on l'a fait là. Le petit désavantage, c'est que c'est un peu plus lent. Il faut attendre que tout le monde ait répondu si on le fait avec WooClap. Mais par contre, on peut ajouter ces échanges entre étudiants, donc ça a un intérêt aussi de le faire de manière synchrone. Vous pouvez tout à fait le faire en asynchrone, ça je laisserai peut-être Lise plus parler de genre d'outils, mais vous pourriez par exemple le faire sur Moodle, où chaque étudiant se voit confronter la situation, il répond, il justifie, puis apparaissent les réponses des experts, donc ça peut être intéressant aussi. Je ne vais pas vous le montrer, mais je vous laisserai aller voir, ils sont nommés en tant que tels, mais il y a des items dédiés dans WooClap, des items par concordance dans WooClap, mais c'est aussi réalisable avec des items classiques. Moi ici, je l'ai fait avec des QCM, tout simplement. Et alors, je voulais vous donner un second exemple, mais je vais vous le donner ici. Non, pardon, je vais vous le donner quand même sur WooClap. Revenez vite sur WooClap pour que je vous donne un petit exemple. C'est juste pour vous donner un autre exemple, je fais vite. Vous imaginez, donc ici je vous lis la situation, un enseignant en mécanique accueille aujourd'hui de nouveaux élèves. Avant midi, il leur a distribué un livret très bien réalisé reprenant l'ensemble des règles de sécurité à respecter dans les ateliers et les risques associés. Il a pris le temps, pendant toute une séance de cours, d'expliquer le livret et de fournir de nombreux exemples d'usage sécurisé des machines. Nous voici l'après-midi, l'enseignant va animer une séance en atelier. Voilà les consignes qu'il donne aux étudiants. Donc, ils sont réunis à l'entrée de l'atelier et il leur dit « Vous êtes ici dans un atelier qui contient des machines, il y a des règles de sécurité très importantes à respecter. Elles sont expliquées dans le livret que vous avez reçu. C'est très important de tout respecter à la lettre. En particulier, portez toujours vos bottes de sécurité et vos lunettes et ne faites pas les idiots. Les règles sont aussi reprises dans le tableau ici. Donc là, il indique un tableau qui est accroché dans l'atelier. Et ce tableau restera affiché en permanence. Compris, alors on y va et il commence son exercice. Là, la question que j'aurais pu vous poser, c'est cette introduction aux règles de sécurité est, selon vous, très insuffisante, insuffisante ou complète. Et je vous aurais demandé de justifier. Vous n'êtes pas obligé de le faire ici. Vous voyez que ça, c'est un autre type de vignette, qui on va dire plutôt une vignette de jugement ici, c'est-à-dire qu'on vous pose quelque chose et qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas l'idée, est-ce que vous avez trouvé ça pertinent? On vous donne une hypothèse d'action et vous trouvez ça pertinent. C'est là, on vous met la situation, qu'est-ce que vous en pensez? C'est un autre exemple. OK. Voilà, donc il y a d'autres manières de le présenter, mais ça, je vous enverrai les dias, vous aurez l'occasion de regarder. Mais voilà quelques exemples qui sont issus de publications sur la méthode. Mais je vous laisserai lire ça. Ce que je vous propose maintenant, c'est de donner la parole à notre invitée, qui s'appelle Lise Lecourt, qui est présidente et directrice pédagogique dans l'organisme Lecourt, qui est un organisme de formation qui crée des solutions de formation pour différents types de clientèle, des solutions de formation
à distance, je pense essentiellement, hein, Lise. Et surtout, c'est une personne qui est spécialiste de la formation par concordance et qui participe à notre webinaire depuis le Québec. Donc, merci beaucoup à Lise de t'être rendue disponible. Et ce que je propose, c'est de te donner la parole directement et de te laisser la main sur le partage. Et rassurez-vous, les participants, on aura l'occasion de poser des questions après. Voilà. Donc, oui, merci Jonathan. Je vais partager mon écran avec ma présentation. OK, est-ce que ça... OK, moi je ne la vois pas. Je vais me mettre en mode... Nous, on voit bien, en tout cas. Oui, OK. Ah, ben c'est bien parce que je vous vois tous aussi. Donc, c'est ça, ce qu'on veut vous présenter, puis j'ai Amy Langlais, là, qui est aussi ma collègue qui est avec nous aujourd'hui, qui a préparé d'ailleurs cette présentation-là. Donc, ce qu'on veut, développer la capacité de prendre des décisions en situation complexe et ambiguë. On va aller plus dans c'est quoi les étapes pour concevoir ce type de formation-là. Mais j'avoue que Jonathan, c'est vraiment une belle introduction, une belle première partie de la rencontre parce que vous voyez maintenant, vous l'avez expérimenté. Maintenant, comme enseignant, comment on peut, c'est quoi les étapes pour arriver au résultat qu'on a expérimenté avec Jonathan. Là, je trouve ma souris. Plus précisément, moi, j'ai une expérience de plus de 15 ans en enseignement supérieur, donc au niveau collégial et aussi au niveau universitaire. J'ai une maîtrise en enseignement spécialisation e-learning, puis mon entreprise qui existe depuis 2007, dans le fond, nous, on développe des solutions de formation en ligne, en asynchrone, sur mesure pour toutes sortes d'organisations. Je suis aussi à la base une professionnelle de la santé. Vous allez d'ailleurs, on va vous montrer un exemple dans le secteur de la santé. Donc, on va basculer plus dans le secteur d'un étudiant potentiel qui pourrait être confronté à ce type de formation-là. Je suis une passionnée des technologies et de l'apprentissage et surtout de tout le potentiel du e-learning. Et j'ai aussi, je me donne comme mission de multiplier les talents pour faire grandir les gens et les organisations. Donc, on va y aller avec un exemple en soins pour vraiment explorer toutes les étapes que vous pourriez franchir pour arriver à concevoir ce type de formation-là. On va aussi vous présenter un outil que nous, on est en train de commercialiser qui permet de soutenir toutes les étapes de la conception. Mais comme on a vu avec Jonathan, il y a Moodle qui a un plugin concordance. Il y a Ooclap aussi qui a des questions concordance. Donc, il commence à avoir quelques outils pour aider les gens à développer ce type de formation-là. Donc, allons-y avec un exemple en santé. Donc, c'est un exemple qu'on a pris dans une publication scientifique en pédagogie médicale parce que Jonathan m'avait dit qu'il y avait possiblement des enseignants dans le secteur de la santé parmi l'assistance. Donc, c'est un peu pour ça qu'on a choisi un exemple en santé. Donc, on a Madame Jordan, 84 ans, qui est atteinte de la maladie d'Alzheimer depuis plus de 10 ans, rendant les interactions difficiles. Vous amorcez une rencontre familiale avec les deux enfants de Madame Jordan, Nancy et Léo. En débutant la rencontre, Nancy vous rappelle qu'elle vit avec sa mère à domicile. Elle vous manifeste son désarroi quant à la situation et se dit épuisée. Donc, ce qu'on veut, nous, c'est confronter un de vos étudiants à cette situation-là. Puis là, on va voir comment tout ça se vit, puis dans la conception d'une formation qui pourrait se baser sur ce genre de situation. Donc, la démarche de conception d'une formation par concordance se décline en 6 grandes étapes, dont vous allez reconnaître des étapes clés qui se retrouvent dans la conception de n'importe quelle formation. La première, c'est d'identifier un besoin de formation. Ensuite, de former une équipe de travail, parce qu'une formation par concordance, ça ne se développe pas seul. C'est une communauté. Souvent, ça peut être quelques enseignants qui vont collaborer ensemble pour développer la formation. Et en plus, comme on a vu avec Jonathan, il y a des personnes expérimentées ou des experts qui vont venir intervenir à un moment donné. Et puis, fait que c'est tous ces gens-là qui collaborent ensemble. On va concevoir la formation, donc les situations, les hypothèses d'action,
les nouvelles informations qu'on veut ajouter. Ensuite, on va inviter des panélistes ou des personnes expérimentées à venir répondre aux questions et à justifier leurs réponses. Et en 5e, on va réviser ce que les panélistes nous ont dit, il y a des petites coquilles à corriger et tout ça. Et on va élaborer la synthèse éducative pour finalement inviter des apprenants à suivre la formation en justifiant eux aussi leurs réponses pour leur permettre de confronter leurs réponses à celles des panélistes, comme on vient de le faire avec Jonathan. Allons-y avec la première étape, qui est d'identifier un besoin de formation. Bon, là, je réinvente pas la roue, là, mais c'est sûr que avant d'identifier le besoin, il faut qu'on sache à qui on s'adresse. Dans l'exemple de Jonathan, on s'adressait à des enseignants novices. Donc, toute la formation était basée à répondre à des besoins de cette clientèle-là. Souvent, nous, quand on va développer le profil du public cible, on va décrire le domaine professionnel, le lieu d'exercice. Si, par exemple, on parle en soins infirmiers, est-ce que c'est des infirmières ou des infirmiers qui travaillent en clinique privée, qui travaillent en centre hospitalier, qui travaillent en urgence? On va essayer de préciser un peu leur contexte parce qu'on voit que les situations concrètes qu'on propose sont très influencées par le contexte de travail. On va décrire le parcours scolaire aussi. Donc, on parlait tantôt d'enseignants novices. Donc, est-ce qu'on s'adresse à pour nous, ici au Québec, on a des infirmières auxiliaires, on en a au niveau technique, on en a au niveau universitaire. On va essayer de circonscrire bien à qui on s'adresse. L'expérience pratique, donc le nombre d'années d'expérience souvent. Et aussi, on pourrait aller jusqu'à décrire une journée type de travail qui pourrait nous aider aussi à choisir les situations qu'on va vouloir mettre dans la formation. Donc, on va partir d'une situation fictive, mais quand même concrète. On parle des membres de l'Association professionnelle en soins infirmiers. Donc, c'est un peu le public cible. Donc, c'est des professionnels en soins infirmiers, formation initiale en soins infirmiers qui ont peu ou pas d'expertise en soins gériatriques. Donc, ils sont novices en soins gériatriques et qui ont à intervenir à l'occasion en soins gériatriques. Donc, ça vient un peu circonscrire notre public cible de l'exemple qu'on veut vous montrer aujourd'hui. Ensuite, définir le besoin de formation. Là, on va vraiment aller regarder les besoins ressentis. On peut passer un sondage, on peut faire des groupes de discussion avec des infirmiers novices qui font peu de soins gériatriques pour bien connaître les besoins qu'ils ressentent par rapport à ça. Ensuite, ça peut être on peut interviewer les superviseurs de ces gens-là pour aller chercher des besoins démontrés ou des plaintes ou on va aller chercher qu'est-ce qu'on observe comme besoin. Et on va aussi, idéalement, choisir la compétence qu'on veut développer puis on peut prendre ça d'un référentiel de compétences qui existe déjà ou une norme professionnelle. Fait que si on revient aux besoins de notre association, donc, ce que l'association observe, c'est des difficultés chez ses membres en ce qui a trait à des situations de soins gériatriques. Et puis reçoit de plus en plus de demandes de ses membres sur ce sujet-là. Et la gériatrie, la santé mentale, et elle décide finalement de développer une formation par concordance pour amener ses membres à prendre des décisions éclairées face à ce type de situation. Une fois qu'on a défini le besoin, on va définir l'intention pédagogique. C'est quoi l'impact qu'on souhaite avoir avec cette formation-là? Donc, on va choisir, par exemple, est-ce qu'on veut évaluer la capacité ou on veut former à prendre des meilleures décisions. Ça va venir orienter aussi l'approche qu'on va avoir dans la formation. On va définir les objectifs d'apprentissage. C'est sûr qu'on va s'inspirer beaucoup de la taxonomie de Bloom, que vous connaissez sûrement. Du concept de compétence, par exemple, on va aller plus avec des verbes d'action. On va éviter les verbes comprendre et on va aller plus reconnaître. On va évaluer ou organiser, concevoir. Donc, on va aller vraiment avec des choses, des verbes d'action. Et on va décrire l'impact souhaité qui souvent va être d'améliorer, par exemple, la capacité à prendre des décisions face à tel type de situation.
Si on regarde justement l'intention que l'association a définie, c'est d'évaluer de manière critique les options décisionnelles dans des situations complexes de soins gériatriques afin de prendre des décisions adaptées aux besoins des patients et des proches aidants. Et dans cette intention-là, on a plusieurs informations qui vont venir nous guider dans le choix des situations qu'on va proposer à nos apprenants. Maintenant, je vous amène dans, c'est un exemple de l'application qu'on commercialise en ce moment, qui est Sensei, pour senser, mais aussi pour dire qu'on a un outil d'intelligence artificielle qui s'intègre pour justement assister la conception de ce type de formation-là. Fait qu'ici, on a la fiche descriptive qui permet de vraiment compléter le public cible, la durée, l'intention, décrire sommairement la formation, décrire les objectifs d'apprentissage aussi qu'on a pour la formation. Fait qu'une fois qu'on a vraiment bien identifié nos besoins, puis qu'on a complété tous ces éléments-là qui est notre public cible, l'intention, le besoin, tout ça, on va aller former une équipe de travail. Donc ici, l'équipe de travail qui a été formée, c'est qu'on a une personne qui s'occupe de prendre en charge la conception de la formation et elle va se faire aider de 2 personnes qui vont collaborer, qui vont jouer un rôle de collaborateur, qui vont venir commenter, qui vont venir enrichir les situations, les hypothèses et tout le contenu de formation finalement. Une fois qu'on a l'équipe de travail, on va concevoir la formation. Et comme je disais, c'est très important de penser que tout ça ne se fait pas seul. Donc, on a besoin de collaborateurs et c'est une formation, dans le fond, qui est développée par 3 grands joueurs, des concepteurs ou un concepteur, des collaborateurs qui vont venir enrichir et ensuite les panélistes qui vont venir répondre aux questions et justifier la réponse. Si on regarde, dans l'outil, on a intégré un outil de collaboration pour permettre à d'autres personnes expérimentées de commenter. Comme ici, on voit, dans la fiche descriptive, on a un commentaire sur d'ajouter, on propose d'ajouter un nouvel objectif d'apprentissage et on peut répondre aux commentaires. Donc, il y a des échanges de collaboration qui peuvent se faire directement dans l'outil. Une fois, puis là, on va, dans la conception, on va avoir une situation ambiguë et incertaine. Donc, comment on fait pour décider quel genre de situation qu'on va choisir? Comment on invente ou on pond ce genre de situation-là? C'est ce qu'on veut, c'est des situations où nous sommes devant plusieurs options. Comme Jonathan disait, c'est pas blanc, c'est pas noir, c'est plein de nuances. On ne sait pas trop ce qu'on ferait devant cette situation-là. Et qui nous pousse à aller chercher de l'information complémentaire pour trouver une solution. Donc, on a une situation problème qui demande un solide jugement professionnel pour faire le meilleur choix, prendre la meilleure décision face à la situation. Et ça pourrait être une situation, par exemple, où dans la dernière semaine, on s'est retrouvé devant une situation, puis on a dû demander l'avis d'un collègue parce qu'on ne savait pas trop quoi faire devant cette situation-là. Puis ça, c'est le genre de situation qu'on devrait utiliser dans une formation par concordance. Donc ici, on a répété la situation qu'on vous a présentée au début dans le cadre de la démarche. Donc, c'est une des situations qui a été élaborée par notre comité. Et devant cette situation-là, on a différentes hypothèses. On n'a pas blanc ou noir. Donc, on pourrait décider de discuter avec Nancy et Léo des ressources dans la communauté pour des services de répit pour proches aidants. On pourrait aussi explorer avec Nancy et Léo quelle serait la meilleure façon de les aider dans l'immédiat. Donc, on aurait toutes sortes d'actions face à la situation qu'on pourrait mettre en place. Et dans le format que vous avez vu tantôt dans OOCLAP, donc, on va présenter à l'étudiant la situation, l'action qu'on pense faire. Donc, si vous pensiez à discuter avec Nancy et Léo,
et CALAR. Puis là, on va essayer de rajouter une nouvelle information pour un peu pousser encore plus la réflexion puis le jugement. Donc, et CALAR, Nancy mentionne, c'est ma mère, j'ai promis de m'en occuper, je vais m'organiser seule. Donc, on voit une réticence de Nancy. Fait que le fait que Nancy vous mentionne ça, est-ce que l'hypothèse de discuter avec elle des ressources devient pertinente ou fortement renforcée, inchangée, affaiblie? Fait qu'on a notre échelle de Likert à 5 niveaux. Et là, on va faire ça pour toutes les hypothèses d'action et on va commencer à développer le matériel de formation de cette façon-là. Là, on a notre formation qui est conçue. La prochaine étape, c'est d'inviter des panélistes à répondre aux questions et à justifier leurs réponses. Et ce que ça va permettre, dans le fond, la valeur ajoutée des avis des panélistes, c'est vraiment d'approfondir sa réflexion sur des questions pertinentes à sa pratique, identifier les écarts entre sa pratique et celle de travailleurs d'expérience dans son domaine et de développer son propre bagage de référence et sa façon de réfléchir en consultant les réponses des panélistes. Donc, la personne qui est en apprentissage va pouvoir réutiliser ce que des panélistes réfléchissaient, décidaient dans ce genre de situation-là et enrichir sa propre façon de prendre des décisions par la suite. Comment on choisit ces panélistes-là? On veut des gens qui possèdent des connaissances approfondies dans le domaine. Donc, on va prendre sûrement des gens en soins infirmiers qui ont de l'expérience en gériatrie et en santé mentale, maladie d'Alzheimer et tout ça. On voudrait que ces gens-là aient au moins 5 années d'expérience dans ce domaine-là. Et bon, si ça existe, nous au Québec, on a des ordres professionnels. Je ne sais pas comment ça fonctionne en Belgique, mais on voudrait aussi qu'ils soient membres d'un ordre professionnel parce que ça garantit un certain niveau de professionnalisme. Et on pourrait aussi choisir des personnes qui sont déjà des personnes ressources ou qui accueillent des stagiaires ou qui supervisent des nouveaux employés parce que ça veut dire qu'ils sont déjà reconnus dans leur milieu comme ayant un niveau de connaissance supérieur. Donc, si on revient à notre exemple, on a 3 panélistes qui ont été recrutés. Donc, on a un infirmier en soins gériatriques avec 9 ans d'expérience et on a une professeure et experte en soins infirmiers qui a 10 ans d'expérience et une infirmière en soins gériatriques de 7 ans d'expérience. Donc, c'est notre groupe de panélistes. Et on leur a demandé de répondre à la question qu'on avait ici, là, où est-ce que Nancy nous mentionnait, c'est ma mère, j'ai promis de m'en occuper, etc. Et là, on a trois avis, donc 2 affaiblis, un échangé. Puis bon, on va en prendre un, là. Bien que je comprenne le besoin de répit pour les proches aidants, il est clair que Nancy souhaite tenir la promesse faite à sa mère. Je dois respecter son attachement émotionnel et ses valeurs tout en lui proposant d'autres moyens de soutien sans la pousser à accepter des services qu'elle refuse. On voit bien ici les concepts de respect, les concepts d'être à l'écoute aussi de ce que Nancy veut. Si je prends celle qui est inchangée, même si Nancy refuse dans un premier temps, je crois qu'il est essentiel d'ouvrir la discussion sur les services de répit. Il faut lui montrer qu'il existe des options sans pression, mais avec l'idée que ces ressources pourraient lui offrir un soutien crucial à long terme. Donc, je pense que le fait qu'elle soit réticente, ça l'empêche pas peut-être de lui offrir l'option, puis un jour, peut-être qu'elle va être prête à ça. Fait qu'on voit que les avis sont quand même partagés. Si on retourne maintenant dans notre application, on peut voir ici la question avec si vous pensiez et CALAR et on va avoir les panélistes, en fond, qui ont répondu à la question et qui ont justifié leur réponse. Fait qu'on a les 3 avis. Donc, on a déjà 4 étapes de fait sur 6 pour élaborer la formation. La 5e étape, c'est vraiment de revoir les réponses des panélistes et de rédiger une synthèse éducative. Donc, ici, voici la synthèse qui a été rédigée, qui va reprendre les éléments clés de la formation sous forme de synthèse, puis va être rédigée par un expert. Mais nous, on a intégré dans notre outil
un assistant d'intelligence artificielle qui permet de réduire le temps de rédaction, donc de fournir un premier jet de la synthèse et qui va permettre au concepteur principal de vraiment l'adapter, mais il partira pas de la page blanche. Et ce qu'il fait, c'est qu'il va venir vraiment faire la synthèse de tous les concepts que les panélistes ont mis en évidence dans les justifications qu'ils ont données. Fait que puis là, je vais faire aller la vidéo de la synthèse qui se conçoit. Fait qu'on utilise l'assistant, on choisit la situation. Et voilà. Donc, la synthèse va vraiment nous donner les points de divergence et de convergence. Là, je l'ai ici. Ça, c'est un exemple pour le premier scénario, puis il va nous donner un bilan. Fait qu'après, le concepteur peut décider s'il rajoute des références, s'il veut enrichir, revoir la façon de rédiger, tout ça pour se l'adapter. Mais il y a quand même un bon point de départ avec... Au niveau de l'apprentissage, juste pour montrer, dans le fond, l'expérience de l'apprenant, on a aussi une petite vidéo qui permet de voir, bon, ici, on a la situation, l'apprenant répond, justifie sa réponse, ensuite, il enregistre et il peut comparer, dans le fond, comme on l'a fait tantôt dans OOCLAP, la réponse et sa justification à celle des panélistes. Donc, ça se fait automatiquement. La magie de l'approche par concordance, c'est vraiment au niveau de l'apprentissage où on a 3 grandes étapes. On a l'amorce, la consolidation et la synthèse. Donc, l'amorce, c'est vraiment... là, c'est ça, je comprends pourquoi que... on va parler d'amorce quand l'apprenant en formation doit décider si cette nouvelle information vient renforcer ou affaiblir, puis justifier sa réponse. Donc, on l'amène à réfléchir face à la situation. La consolidation, c'est quand il est capable de comparer sa réflexion à celle des personnes expérimentées. Et la synthèse, c'est vraiment la dernière phase de l'apprentissage où l'apprenant va avoir accès à ce qu'il doit retenir face à ce genre de situation. On est en train d'intégrer d'autres avenues aussi d'intelligence artificielle dans notre outil, comme d'être capable de donner, quand l'apprenant justifie sa réponse, d'intégrer la qualité de sa justification dans un score qui va permettre de lui donner une appréciation de sa réponse. Générer des situations, des scénarios, donc aider aussi le concepteur à générer des situations à partir de prompts qu'il va écrire et qui va l'aider à préparer sa formation. Et puis, on a d'autres idées là, qui sont explorées aussi pour toujours faciliter la conception d'une formation par concordance. Les retombées qu'on voit, nous, pour ce type de formation-là, c'est vraiment d'avoir des apprenants qui sont formés à partir de nos meilleurs, d'avoir une meilleure préparation au monde du travail pour les étudiants, développer la pensée critique, puis ça, c'est pas évident de développer ça en enseignement, de profiter des savoirs des personnes expérimentées qui vont devenir aussi un actif du matériel de formation que vos organisations vont pouvoir conserver, et des professionnels plus autonomes, réfléchis et confiants, et aussi une prise de décision éclairée face à des situations complexes et ambiguës chez vos apprenants. Donc, je vais arrêter le partage. J'avais des questions que je voulais... arrêter ça aussi. Que je voulais vous poser pour, je ne sais pas, savoir un peu comment vous pensez que vous pourriez inclure ce type de formation-là dans votre enseignement. Je ne sais pas s'il y en a qui veulent se lancer ou vos premières impressions là,
de l'approche. Je sais que vous avez déjà partagé des choses, mais concrètement, demain matin, là, vous pensez à quoi par rapport à cette approche-là? N'hésitez pas à lever la main et pas lever la main avec Teams. Et puis d'allumer votre micro. Et oui, si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas, là, je suis Si vous avez des disponible pour questions. répondre. Vous pouvez aussi écrire dans le chat. Ah, Vincent, je termine juste. Vous pouvez aussi écrire dans le chat si vous êtes moins à l'aise avec le micro. Vincent, on te donne la parole. Oui, moi, en fait, ça me fait penser. Donc, moi, c'est le contexte de l'ingénierie. Et je pense à une méthode qui s'appelle l'analyse fonctionnelle qui amène à étudier des besoins pour définir des solutions. Mais souvent, on a plein de solutions possibles. Et c'est vrai que ça donne un éclairage ici pour montrer aux étudiants, ben oui, vous construisez une analyse fonctionnelle, mais il y en a plein d'autres solutions sur lesquelles vous auriez pu arriver. Donc, c'est intéressant. Ça me fait penser à ça. OK. Super. Il y a Brigitte aussi qui mentionne les exemples montrent la complexité de la communication. Peut-on enseigner cela? Oui, enseigner avec des guillemets, bien sûr, parce qu'il faut toujours le tenter, mais ça montre l'importance des interactions, de pouvoir chaque fois reformuler, voilà, cette idée-là. C'est intéressant. Complètement. D'autres réactions, n'hésitez pas. Hein. Ça peut être surtout, je pense, aussi un bon moyen d'essayer de se former aux soft skills, parce que souvent on nous dit que c'est toujours compliqué à appréhender, etc. Et là, parce que justement, les soft skills, il y a ceux qu'on maîtrise pas, et que donc du coup, on va pouvoir illustrer. Et tiens, en fait, en modifiant tel ou tel aspect de mon comportement, ou en maîtrisant tel outil, je peux fonctionner de manière plus efficace. Ouais. C'est vrai que l'avantage, je trouve, si je réagis là-dessus, mais les soft skills, donc pour ceux qui ne savent pas, c'est les compétences sociales, on peut dire, communiquer, travailler en équipe, ce genre de choses. C'est vrai que vu que c'est toujours des situations sociales, les soft skills, et c'est toujours des situations ambiguës. Donc, je trouve effectivement la méthode se prête bien à ça, le fait de, voilà, on peut envisager les choses différemment, etc. Donc, ouais. Est-ce que vous trouvez que c'est une démarche de conception complexe? Est-ce que vous vous sentez, si tu me permets, Alice, pour prolonger ta question, Oui. est-ce que vous vous sentez de mettre ce genre de choses en place? Vous vous sentez capable de mettre ce genre de choses en place en tant que formateur? Ouais, Manu dit oui. Véronique, je te donne la parole. Ouais, moi, je trouve ça vraiment génial. En fait, c'est simple. Voilà, ça correspond vraiment à ce que les outils dont moi j'ai besoin pour travailler avec des futurs éducateurs spécialisés qui vont partir en stage dans le monde du handicap, qui ne connaissent pas, qui ne savent pas comment réagir sur des situations complexes de ce style-là. Et je trouve que l'outil est vraiment super. Et je pense que oui, moi, je vais garder ça et je vais en parler à mes collègues en équipe et on va essayer d'utiliser ça parce que c'est vraiment l'outil dont on a besoin, en fait. Parce que les étudiants avec lesquels on travaille sont toujours dans le faire sans pousser la réflexion plus loin. Et je pense que ça, c'est vraiment un outil qui va leur permettre d'aller plus loin dans leur réflexion. Donc voilà. Ouais. Merci les gars. Merci pour ton retour. Mais c'est vrai, moi, un des trucs qui m'avait frappé quand j'avais découvert la méthode aussi, c'est que quand le produit finit, en tout cas, quand on le vit en tant qu'étudiant, c'est assez simple et en même temps, effectivement, ça pousse à ne pas rester dans le faire, à réfléchir ensemble, ce genre de choses. Donc ça, et simple, je veux dire que c'est simple dans un sens très positif du terme, quoi, ici. Il y a Véronique Peussoum qui est dans la... Il dit, j'ai repéré ce type de dispositif en santé. Exactement, ça vient de la pédagogie médicale, cette approche-là. Et oui, c'est basé sur le raisonnement clinique, mais en même temps sur la résolution de problèmes. Besoin de créativité. Mais pour réagir au message d'Agnès, donc Agnès nous dit, oui, elle se sentirait capable de faire ça, mais encore besoin de créativité pour incorporer cela dans un cours de mécanique quantique. Mais moi, j'ai envie de dire, Agnès, essaye peut-être d'envisager, si tu donnes un cours de mécanique quantique, à quel métier
si on prend à quel métier tes étudiants sont formés, de voir plutôt la situation du métier dans lesquels des éléments théoriques de mécanique Oui. quantique peut aider. Moi, je le verrais plutôt comme ça. Il faut prendre l'approche métier et les aspects, les contenus du cours, ils viennent éclairer la situation du métier, quoi. Enfin, voilà. Tout à fait. Ouais. Parce que c'est ça la beauté, comme tu disais, Jonathan, au début de la rencontre, c'est qu'on va partir de situations authentiques, métiers, puis les concepts théoriques viennent en synthèse éducative à la fin. Donc, c'est là qu'on les fournit pour démontrer c'est quoi les concepts qui nous permettent de résoudre ce type de problème-là. Ouais. Complètement. Donc, je pense que Oui. Pardon, excuse-moi. Non, parce que j'allais partir sur un autre exemple, donc vas-y. Ben, je disais, donc, les concepts de mécanique quantique viennent en synthèse, mais ils doivent être mis en évidence idéalement par les panélistes dans les avis, puis aussi, c'est ça. Ouais. Mais je pense vraiment que ça s'accorde vraiment avec une approche métier. Hein. Lise, moi, c'est d'accord avec moi. C'est des situations du travail, donc c'est ça l'idée. Hein. Et puis, Vincent dit peut-être mettez une piste aussi. Mais je remonte un peu en arrière. Vincent disait la difficulté, à mon sens, c'est de trouver un panel large d'experts expérimentés. Mais pour moi, Lise, tu vas me dire si tu es d'accord, mais premièrement, vous êtes expert. Enfin, je veux dire, quelque part, en tant qu'enseignant, si vous allez voir, j'en sais rien, moi, vos étudiants en stage, si vous avez une expérience du métier qui précède votre carrière à la haute école, voilà, il y a aussi une expertise chez vous. Vous avez peut-être des MFP dans votre équipe. Donc, ça, Lise, les MFP, c'est des maîtres de formation pratique. Dans les hautes écoles, c'est des gens qui sont engagés, qui valorisent leur engagement par leurs années d'expérience dans le métier. Tu vois, donc il y a des praticiens dans l'équipe enseignante. Il y en a qui viennent plutôt des formations disciplinaires. Donc, faites appel aux expertises que vous avez à portée de main aussi. Je pense que c'est déjà un bon début. Moi, je me disais aussi, Lise, ils vont voir des étudiants en stage, ils peuvent revenir avec des descriptions de situations qu'ils ont observées. Ça pourrait être une possibilité. Ça peut être plein de choses comme ça, quoi. Hein.